Venons-en aux questions de stratégie d'investissement avec Stanislas de Baliancourt à mes côtés en plateau, je le rappelle, gérant associé chez Sycomore Asset Management. Bonjour et bienvenue Stanislas. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. L'histoire de la normalisation des politiques monétaires, c'est donc la grande histoire devant nous en 2022. Je rappelle que pour l'instant, peu a été fait, beaucoup de discours mais peu d'actions. Maintenant que la fièvre hawkish s'est emparée de toutes les banques centrales, que tout le monde a pu faire part de son avis plus ou moins éclairé sur le sujet, que le marché a réagi également à ce changement de ton. Qu'est-ce que vous achetez ? Est-ce qu'on y voit plus clair là sur le processus de normalisation des politiques monétaires ? Qu'est-ce que vous achetez aujourd'hui de ce qui est intégré dans le marché ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, là où il y a eu un décalage très fort au cours des derniers mois, c'est vraiment sur la partie américaine, la Fed, où en septembre, on attendait 2 à 3 hausses de taux pour 2022, et là, on est quasiment à une hausse minimum de 25 points de base pour chacune des réunions, ce qui fait à peu près 6 hausses d'ici à la fin de l'année, à partir du mois de mars. Donc, il y a un énorme chemin de décalage qui a été parcouru et qui s'est accéléré, en gros, depuis le mois de décembre, parce que l'inflation s'est confirmée et parce que les hommes politiques ont mis la pression sur la Banque centrale, parce qu'aujourd'hui, ça devient un problème politique de pouvoir d'achat, notamment pour les classes moyennes, basses, etc., de la population qui en souffrent aujourd'hui, malgré les hausses de salaire. Donc ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, le marché, il a décalé fortement. Aux États-Unis, notamment sur la partie courte de la courbe, qui a beaucoup bougé. Les taux longs n'ont pas tellement monté. Si vous regardez où ils étaient il y a un an, on est 30 ou 40 points de base plus haut. Donc en fait, c'est comme si on disait il y a un problème d'inflation aujourd'hui. Les banques centrales vont monter massivement et très rapidement les taux aux États-Unis. Mais après, l'inflation va partir et on va avoir une croissance assez limitée si on regarde à 5, 7, 10 ans devant nous. Ce qui n'est pas non plus extrêmement positif comme message envoyé par le marché obligataire. En zone euro, c'est un petit peu différent. C'est vrai qu'on avait beaucoup moins de signaux d'une modification jusqu'à la dernière réunion de la BCE. Et Christine Lagarde a dit, voilà, nous aussi, on a un sujet d'inflation. Nous aussi, il se pourrait qu'à un moment donné, dans l'année 2022, on commence à monter les taux. Et alors là, c'est vrai que ça a été un peu... Les taux avaient déjà commencé à bouger, mais plutôt par mimétisme. Oui, c'est ça. Ce qui se passe aux États-Unis. Et donc là, il y a eu un mouvement, ça s'est accentué, avec aussi, du coup, qui dit hausse de taux, dit en préalable de ça, la fin du programme d'achat d'actifs, et du coup, moins d'impact sur la, entre guillemets, le fait de pouvoir tenir les spreads. Et voilà. Et donc, on a eu un très fort écartement de l'Italie au cours du dernier mois qui s'est passé, qui s'est accéléré encore après la BCE. Et quand on voit Christine Lagarde dans les derniers jours, ce qu'on voit, c'est que comme aux États-Unis, ça continue, l'inflation et donc les perspectives d'avoir encore davantage de hausses de taux, les taux de la zone euro se font embarquer et donc elle est presque obligée de reculer. Et encore hier, devant le Parlement européen. Exactement, elle disait de toute façon, on le fera que de manière très progressive. Graduelle. Voilà. On ne commencera qu'une fois qu'on aura arrêté le programme d'achat d'actifs. Et donc ça laisse peut-être deux, mais a priori, je pense plutôt qu'une seule hausse de taux pour cette année, plutôt au 4e trimestre. Donc quelque chose de très graduel. Parce que finalement, les conditions monétaires se sont déjà énormément resserrées en zone euro depuis un mois et demi. Hausse de taux, hausse des spreads des crédits, hausse des spreads souverains avec l'Italie. Donc finalement, on a déjà un resserrement monétaire avant même d'avoir commencé à le faire. Et donc, quelque part, comme vous dites, on a déjà touché en partie les limites de cet exercice de normalisation des politiques monétaires avant même d'avoir commencé. Par principe, c'est déjà, c'est très compliqué. C'est avant tout des exercices de communication. Il n'y a pas de communication parfaite. Il y a toujours un petit peu de surprise à me donner, surtout quand vous êtes un peu poussé par l'inflation et que vous êtes quand même un petit peu en retard dedans. La question, c'est est-ce que les marchés ont suffisamment décalé aujourd'hui pour être sains ? Je pense que si on regarde le marché obligataire, notamment en zone euro, un 5 ans allemand qui doit être à 0,04 ou quelque chose comme ça, pour nous, il n'y a toujours pas de valeur. On est toujours en taux réel négatif. Même si l'inflation retombe sous les 2 et qu'elle est à 1,5-2 en moyenne sur les 5 prochaines années, on est toujours en rendement réel négatif. Donc il y a toujours, malgré le mouvement qui a été extrêmement violent, il y a toujours assez peu de valeur dans le marché, en tout cas dans les pays cœurs, Allemagne, France. En Italie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une petite remontée de la note par Fitch il y a un mois. Et malgré ça, on a eu une explosion du spread parce qu'il y a le sentiment par le marché que le spread est notamment tenu par ces achats d'actifs de la BCE. Donc le marché teste un petit peu et on avait été beaucoup plus loin fin 2018, début 2019. Et là, malgré le fait qu'ils aient trouvé une solution à la problématique de la présidence italienne, le spread a continué à bouger. Et sur le crédit corporate, donc les obligations d'entreprise, là aussi, il y a eu un bel écartement des spreads de crédit, ce qui fait qu'on retrouve aujourd'hui sur des notations intermédiaires, c'est-à-dire triple B, c'est-à-dire le bas de l'investment grade, ou double B, le haut
haut du yield, on retrouve des rendements tout à fait attractifs, sans aller trop loin sur la courbe de duration. Sur des papiers à 3, 4, 5 ans, on retrouve du 2,5, 3, 4% de rendement, ce qui est tout à fait attractif, même si dans les prochaines années, la BCE commence graduellement à monter ses taux, on sait que ça sera assez lent. On y est déjà, mais c'est la question, une fois que l'analyse et le constat est posé, Stanislas, comment tout ça se traduit en termes de stratégie d'investissement? Alors, est-ce qu'il faut être encore très short duration dans des stratégies flexibles, diversifiées? Est-ce que déjà, je ne sais pas, sur la courbe américaine, par exemple, est-ce qu'il y a déjà de la valeur qui permet de reconstruire des positions obligataires un peu plus longues? Et puis, on viendra sur la partie action. Mais alors, déjà, vu la hausse du 2 ans, enfin de la partie courte de la courbe américaine, c'est sûr qu'elle a beaucoup plus de valeur aujourd'hui qu'il y a 3 mois. Donc ça, c'est un premier point important et elle commence à couvrir un petit peu l'inflation, etc. Donc il y a eu une forte normalisation. Par contre, comme les courbes se sont aplaties avec des parties 1 à 5 ans qui ont beaucoup plus monté en relatif que ce qu'on aurait pu attendre que la partie longue des courbes, il n'y a pas tellement aujourd'hui d'intérêt en termes de stratégie d'investissement à venir se positionner ou à racheter la partie longue de la courbe, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro aujourd'hui. Elle n'a pas suffisamment remonté, ça ne s'est pas marqué. Et sur la partie intermédiaire, je le citais tout à l'heure, le 5 ans en Allemagne ou en France, n'a pas d'intérêt. Aux États-Unis, ça recommence à avoir des rendements qui ressemblent à quelque chose. Les taux réels deviennent moins négatifs, donc c'est mieux. Mais ce n'est pas encore parfait. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il ne faut pas se tromper. On vit depuis, en gros, 2008, la première crise, dans une période où les banques centrales, depuis 14 ans, sont extrêmement actives. Et il y a eu quelques très rares périodes de hausse de taux. Fin 2016, un peu en 2013, un peu fin 2018. À chaque fois, ça a beaucoup fait bouger les marchés, beaucoup de volatilité sur les marchés actions, écartement de spread de crédit. Mais on a finalement très peu de hausse de taux dans les 15 dernières années, peu d'expérience de ça. Et donc, il n'est pas impossible qu'on overshoot, c'est-à-dire qu'il y ait une surréaction dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les niveaux de taux, on ne peut pas parler de surréaction non plus sur ce qui vient de se passer depuis 3 mois. Donc on pourrait aussi aller un petit peu plus loin dans ce sens-là. Ouais. C'est le mood de marché, effectivement. Avec son impact aussi sur la perception des marchés, mais également sur les marchés actions. Oui, alors justement, ce décalage des courbes, comme vous dites, Stanislas, c'est accompagné par un mouvement très, très puissant lié aux valorisations des entreprises cotées. Il n'y a jamais eu autant de corrélation, je crois, entre le niveau de valorisation et la performance sur le mois de janvier, par exemple. Plus vous étiez décoté, plus le marché trouvait de l'intérêt. Plus vous étiez cher ou survalorisé, plus le marché vous tapait dessus, pour dire les choses gentiment. Donc, cette rotation value over growth, comme disent les anglo-saxons, elle a été très, très puissante. C'est une vague, c'est une déferlante, c'est un courant profond. Alors, il y a 2 éléments à ça. C'est que je pense qu'on avait été beaucoup trop loin sur la valorisation de certaines entreprises. Soit des entreprises qui n'avaient pas encore de profitabilité, donc c'est ce qu'on appelle la non-profitable tech aux États-Unis. Alors là, ça a perdu quasiment 40 à 50%, donc ça a été très très violent. Et après, il y a les entreprises de forte croissance qui avaient des multiples très élevés. Donc là, c'est très différent de la catégorie. On parle de très belles boîtes, Adyen dans les paiements par exemple, ou ça pourrait être également L'Oréal. Dassault Systèmes, oui, bien sûr. Excellent résultat. Ils ont publié au-dessus des attentes, de bonnes guidance pour 2022, mais on a simplement un petit peu dégonflé la prime de valorisation qui, même après cette baisse aujourd'hui, reste largement supérieure à leur multiple de valorisation historique. Donc ça, c'est pourquoi on a dégonflé d'un côté. Donc il y a un côté où c'est tout à fait rationnel, on avait été beaucoup trop loin sur des boîtes pas profitables, et de l'autre, c'est des très belles entreprises, mais peut-être qu'il faut revenir dans des multiples de valorisation un peu plus dans les cadres historiques. Donc ces 2 choses-là ont été accélérées par la hausse de taux, qui évidemment a une implication forte sur les valorisations futures, notamment dans les DCF avec les taux longs. Ça, c'est le premier point. De l'autre côté, donc dans ce qui a monté, c'est pas uniquement une rotation sectorielle due à la hausse des taux. Il ne faut pas se tromper. Si on regarde les valeurs, notamment du secteur bancaire ou de l'assurance, les publications de résultats sont excellentes. Les niveaux de fonds propres, la profitabilité, etc. Donc, il y a un double aspect. Il y a à la fois une situation économique de marché, c'est-à-dire sur les taux, qui leur devient moins défavorable, / légèrement favorable, et en plus un business intrinsèque sous-jacent qui est devenu extrêmement robuste. Donc là, il y a le vrai cocktail qui fait que depuis 4, 5, 6 mois, et même depuis une partie de l'année 2021, on a un très fort retour en grâce des valeurs bancaires, des valeurs du secteur de l'assurance, et également certaines pétrolières. Et ça fait une tendance, Stanislas ? La tendance, elle se crée s'il y a un sous-jacent en termes de profitabilité qui est là.
Le rattrapage qui a été fait sur les valorisations, les valorisations restent encore raisonnables sur ces secteurs. Donc si on pense, et en tout cas c'est notre avis, qu'il y a une vraie solidité retrouvée et revenue dans ces secteurs, premier point. Deuxième point, il y a globalement des investisseurs moins positionnés sur des secteurs qui ont été structurellement sous-performants depuis 3, 5, 7, 8 ans. Donc, elles sont quand même moins détenues dans les portefeuilles. Il y a un léger mouvement aussi de retour, de rebalancement dans les constructions de portefeuilles. Et qu'en plus, on a, dans les conditions de marché, c'est-à-dire pour eux, les taux d'intérêt ou le prix du baril de pétrole, structurellement des choses plus favorables, on a pas mal d'éléments assez favorables à ce que ça puisse se poursuivre dans l'année 2022. C'est sain parce que ça va très vite. Mais il y a quelque chose d'assez efficient en fait dans la manière dont vous décrivez le fonctionnement du marché. On dégonfle des parties très spéculatives, on redonne un peu de valeur au profit immédiat plutôt qu'au profit dans 10 ou 15 ans. Ce qui est sain, ce qui n'était pas sain, c'était des valeurs énormes sur des entreprises qui n'avaient pas de profitabilité. Ce qui était difficilement modélisable, c'était des valeurs beaucoup trop fortes sur certaines belles valeurs de la tech, certes profitables, mais vraiment on avait été trop loin. Donc là, peut-être qu'on a déjà fait la moitié du chemin pour dégonfler le surplus de valorisation qu'il y avait, ou les 2 tiers du chemin. Donc déjà, on en a fait, je pense, une grosse partie. Et de l'autre côté, ce qu'on disait, ce qui est en face a des raisons structurelles de rebondir. Donc il y a pas juste une mécanique de marché, il y a des fondamentaux. Ce serait trop facile de dire, tiens, les taux montent, on a de la rotation. Il y a une histoire sous-jacente qui rend assez pérenne cette rotation et un peu plus qui puisse tout à fait se prolonger dans le temps. Donc c'est vraiment un rééquilibrage du marché qui justifie de rester constructif. Je ne veux pas prononcer le mot de bear market parce que, comme vous dites, il faut rentrer un peu dans le détail. Il y a déjà des parties de marché qui ont perdu 40-50%, donc on peut parler de bear market pour certains segments. Si vous prenez même le Nasdaq en dehors des GAFAM, c'est ça, voilà. On est sur des baisses. On est déjà sur plus de 20% de baisse, 30% depuis la mi-novembre. Donc, mais la partie action reste quelque chose où on va pouvoir trouver encore du risk-reward intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut discuter sur les niveaux de valorisation, sont-ils encore et toujours trop élevés sur certaines valeurs de croissance ? Peut-être. Mais globalement, dans son ensemble, notamment en Europe, on a des publications de résultats extrêmement robustes, une demande européenne bonne, une assez bonne demande aux États-Unis, en Asie, etc. Donc un sous-jacent économique bon pour les entreprises. Donc après, c'est juste une question un petit peu de renormalisation de la valorisation de certains secteurs par rapport à d'autres. Les éléments d'un bear market structurels, fondamentaux venant de la profitabilité ne sont pas là aujourd'hui. Après, si on regarde en avant, il y a 2 craintes. Il y a que sur les taux, ça aille trop loin et que ça fasse peur, vous disiez, l'overshoot. Et le deuxième, mais ça c'est technique, et donc c'est moins, ça aura un impact fort sur le marché, mais c'est moins. Mais ça reviendra. Ouais. Le deuxième qui peut être plus gênant, c'est un vrai ralentissement de la croissance, notamment dû aux problématiques de coûts, d'inflation, etc., qui bloquent des choses. Je pense on est moins à risque en Europe en termes d'économie. En revanche, en termes de marché, si le risque est aux États-Unis, il y aura évidemment une corrélation très forte entre les deux marchés. Il est illusoire de croire que parce que l'économie européenne est un petit peu en retard dans son chemin de croissance, le marché, certes, pourra surperformer, et c'est ce qui fait depuis le début de l'année le marché américain, mais on ne pourra pas avoir un effet de dissymétrie totale entre les deux. Et donc aujourd'hui, les taux ont déjà fait un fort mouvement. C'est probablement pas complètement terminé, ça peut même exagérer. Ça aura un impact négatif temporaire sur les marchés. En revanche, ce qui est beaucoup plus important et à surveiller, c'est plutôt le sous-jacent économique, et en particulier aux États-Unis, et la croissance. Et qu'elle soit là encore au second semestre. On s'est focalisé sur l'inflation pendant 12 mois. On regardera peut-être un peu plus la croissance dans les prochains mois. Exactement. Je pense que le vrai futur, il se joue dans la croissance, parce que si la croissance est là, de toute façon, pour des raisons d'effet de base, l'inflation petit à petit se renormalisera partout, et parce que la technologie amène aussi un peu de déflation, etc. Donc c'est pas une vraie problématique de long terme, l'inflation. En revanche, si elle casse la croissance aux États-Unis, là il y a un sujet, et là les valorisations sont encore trop élevées dans ces cas-là. Merci beaucoup Stanislas. Merci pour avoir fait part de votre analyse de marché et de ces quelques clés en matière de stratégie d'investissement. Stanislas de Baillencourt qui était avec nous en plateau, gérant associé chez Sycomore Asset Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.